Avant toi, avant moi, avant tous les humains que tu connais, une autre race a marché sur cette terre. Helena Blavatsky a passé 7 années cachée dans les monastères du Tibet pour découvrir leur histoire. Ce qu'elle a trouvé dans ces manuscrits anciens va bouleverser tout ce que tu croyais savoir sur l'origine de l'humanité. Ces êtres mesuraient plus de 4 mètres de haut. Ils possédaient un troisième œil qui leur permettait de voir ce que nous ne pouvons plus voir. Ils communiquaient par télépathie, et leur civilisation était si avancée que la nôtre ressemble à celle d'enfants en comparaison. Le plus troublant, tu portes peut-être leur ADN dans tes cellules, et certains signes dans ta vie pourraient prouver que tu es l'un de leurs descendants directs. As-tu déjà eu l'impression que l'histoire qu'on t'enseignait à l'école était incomplète, que quelque chose de fondamental manquait dans le récit de nos origines? Cette sensation que tu as toujours eue, ce doute qui ne t'a jamais quitté, il avait raison. Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir ce que Blavatsky a vraiment trouvé au Tibet. Tu vas comprendre qui étaient ces êtres qui ont précédé l'humanité. Et tu vas peut-être réaliser que tu n'es pas exactement ce que tu croyais être. Blavatsky a écrit dans la doctrine secrète que cette connaissance était gardée depuis des millénaires. Les maîtres du Tibet la transmettaient uniquement à ceux qui étaient prêts à l'entendre. Le fait que tu sois ici ce soir à écouter ces mots signifie que tu es peut-être l'un d'eux. Laisse-moi te raconter comment tout a commencé. En 1856, Helena Blavatsky a entrepris un voyage que personne n'avait osé faire avant elle. Elle a quitté l'Europe pour se rendre au Tibet, une région alors complètement fermée aux étrangers. Les autorités britanniques de l'Inde interdisaient tout accès. Les montagnes étaient considérées comme infranchissables. Et pourtant, Blavatsky était guidée par quelque chose de plus fort que les lois humaines. Depuis son enfance, elle avait des visions. Un maître indien lui apparaissait en rêve et lui montrait des lieux qu'elle n'avait jamais vus. Des monastères perchés sur des montagnes impossibles. Des bibliothèques souterraines remplies de manuscrits millénaires. Des secrets qui attendaient d'être révélés. Elle savait qu'elle devait y aller. C'était comme un appel qui ne lui laissait aucun repos. Elle a traversé des déserts brûlants, escaladé des cols à plus de 5000 mètres d'altitude où l'air est si rare que chaque pas devient un combat. Elle a dormi dans des grottes glaciales, échappé plusieurs fois à la mort, que ce soit par le froid, la faim, ou les bandits qui infestaient ces régions reculées. Mais rien ne pouvait l'arrêter. Après des mois de voyage, elle a finalement atteint le monastère de Tashilhunpo, puis les sanctuaires secrets de Shigatse. C'est là, dans ces lieux que presque aucun occidental n'avait jamais vus, que sa vie a basculé. Les maîtres Kuthumi et Moria l'attendaient. Ils savaient qu'elle viendrait. Ils l'avaient appelée par ses visions qui la guidaient depuis l'enfance. Ce n'étaient pas des moines ordinaires. Leurs yeux brillaient d'une lumière que Blavatsky n'avait jamais vue chez aucun être humain. Leur présence seule suffisait à transformer l'atmosphère d'une pièce, et ils avaient une mission pour elle. Transmettre au monde occidental une connaissance qui avait été cachée pendant des millénaires. Pendant 7 années, Blavatsky a étudié avec eux. Elle vivait dans les monastères, partageant la vie austère des moines. Elle a appris le sanskrit, le tibétain et surtout le senzar, cette langue secrète dans laquelle étaient écrits les textes les plus sacrés. Le senzar est si ancien que même la plupart des érudits tibétains ne le connaissent pas. C'est la langue des stances de Dhyan, ces versets qui contiennent l'histoire complète de l'univers et de l'humanité. Et c'est dans ces textes qu'elle a découvert la vérité sur les races qui ont précédé la nôtre. Te souviens-tu de ce que je t'ai dit au début? Qu'une autre race avait marché sur Terre avant nous. Les maîtres ont révélé à Blavatsky que l'humanité actuelle n'est pas la première. Elle n'est même pas la deuxième ou la troisième. Nous sommes la 5e race à habiter cette planète. 5 races. 5 humanités différentes, chacune avec ses caractéristiques propres, chacune avec sa mission dans le plan cosmique d'évolution, et chacune portant en elle les traces de celles qui l'ont précédée. Voici ce que les manuscrits du Tibet ont révélé. La première race humaine n'existait pas sous une forme physique telle que nous la connaissons. Ces êtres étaient purement éthériques, comme des ombres de lumière qui flottaient sur une terre qui elle-même n'était pas encore solidifiée. Ils n'étaient pas vraiment séparés les uns des autres. Ils formaient une conscience collective, une seule entité diffuse répartie sur toute la planète. Ces êtres ne mouraient pas au sens où nous l'entendons. Ils se divisaient comme des cellules. Un être devenait 2, puis 4, puis 8. C'est ainsi qu'ils se multipliaient.
sans naissance, sans mort, sans individualité telle que nous la concevons. Les maîtres les appelaient les fils nés de l'esprit, car ils n'étaient que des projections de la conscience cosmique. La deuxième race était légèrement plus dense, mais toujours sans corps physique solide. Les textes les décrivent comme des êtres de vapeur dorée, lumineux, mais sans forme définie. Ils commençaient à développer une forme d'individualité. Chacun avait sa propre conscience, même si elle restait très connectée à la conscience collective. Les maîtres les appelaient les fils nés de la sueur, car ils émanèrent de la première race comme la sueur émane du corps. Ces deux premières races ont existé pendant des millions d'années, des durées qui dépassent notre entendement. Elles ont préparé la Terre pour ce qui allait venir, car la planète elle-même évoluait en même temps que ses habitants. Elle se solidifiait progressivement, se préparant à accueillir des formes de vie plus denses. Et puis est venue la troisième race, les Lémuriens. C'est ici que l'histoire devient vraiment fascinante, et c'est cette race qui a laissé les traces les plus profondes dans notre ADN actuel. Les Lémuriens étaient les premiers humains à avoir un corps physique solide, mais leur corps était très différent du nôtre. Ils mesuraient entre 4 et 5 mètres de haut. Certains textes parlent même de géants de 6 ou 7 mètres dans les premières générations. Leur peau avait une couleur qui n'existe plus aujourd'hui, décrite dans les textes comme dorée tirant vers le bronze. Leurs os étaient plus flexibles que les nôtres, ce qui leur permettait de supporter leur taille immense. Et surtout, ils possédaient un troisième œil. Ce troisième œil n'était pas une métaphore, c'était un organe réel situé à l'arrière de leur crâne. Il formait une légère bosse couverte d'une membrane translucide. Par cet œil, les Lémuriens percevaient ce que nous ne pouvons plus percevoir, les dimensions invisibles, les auras des êtres vivants, les pensées des autres, car ils communiquaient par télépathie. Le passé et le futur, car le temps leur apparaissait différemment. Les Lémuriens vivaient sur un vaste continent qui s'étendait sur ce qui est aujourd'hui l'océan Pacifique et l'océan Indien. Ce continent, que Blavatsky appelle la Lémurie, était immense. Il reliait ce qui est aujourd'hui Madagascar, l'Inde du Sud, Ceylan, Sumatra, et s'étendait jusqu'aux îles du Pacifique et même jusqu'à certaines parties de l'Amérique du Sud. Il a existé pendant des millions d'années avant de sombrer sous les eaux. Les vestiges de ce continent existent peut-être encore. L'île de Pâques avec ses statues géantes. Certaines îles du Pacifique avec leurs mystérieux monuments mégalithiques. Les ruines sous-marines découvertes près de Yonaguni au Japon. Tous ces lieux pourraient être les derniers témoins de la grandeur lémurienne. Mais Helena a découvert quelque chose qui a tout changé. Les Lémuriens primitifs, au début de leur existence, n'étaient pas très différents des animaux évolués. Ils avaient un corps physique mais pas de véritable conscience de soi. Ils ne pouvaient pas se regarder dans un miroir et se demander « qui suis-je ». Cette capacité leur manquait. Ils vivaient, se reproduisaient, construisaient des abris instinctivement, mais sans cette étincelle qui fait de nous des êtres pensants. C'est alors que les seigneurs de la flamme sont intervenus. Ces êtres de lumière venus de Vénus ont allumé en chaque lémurien l'étincelle de la conscience. Le mental, la capacité de penser, de créer, de transcender sa condition animale. Cet événement, que les textes appellent le don du feu, est le véritable moment de la création de l'humanité telle que nous la comprenons. Après cette intervention divine, les Lémuriens sont devenus une civilisation extraordinaire. Ils ont construit des cités dont nous ne pouvons pas imaginer la grandeur. Leurs bâtiments étaient faits de pierres si parfaitement taillées qu'aucun mortier n'était nécessaire. Ils maîtrisaient des technologies basées sur le son et la lumière. Ils pouvaient déplacer des blocs de pierre de plusieurs tonnes par la seule force de leur esprit concentré, en utilisant des vibrations sonores spécifiques. Les maîtres ont montré à Blavatsky des représentations de ces cités, des pyramides qui faisaient apparaître celles d'Égypte comme des jouets d'enfants. Des temples où la lumière elle-même était sculptée en forme permanente, créant des structures de pure énergie lumineuse. Des jardins où les plantes poussaient selon la volonté de leurs cultivateurs, car les Lémuriens communiquaient avec le règne végétal. Des observatoires astronomiques si précis qu'ils cartographiaient des galaxies que nos télescopes n'ont découvertes que récemment. Mais les Lémuriens ont aussi commis des erreurs. À mesure que leur civilisation progressait, certains d'entre eux ont commencé à utiliser leur pouvoir à des fins égoïstes. Ils ont manipulé les forces de la nature pour leurs propres bénéfices. Ils ont créé des créatures hybrides,
en mélangeant différentes espèces. Les textes parlent de monstres qui l'ont engendré par leurs expérimentations, des êtres mi-humains, mi-animaux qui n'auraient jamais dû exister. Les légendes de centaures, de minotaures, de sirènes pourraient être des échos déformés de ces créations interdites. Cette corruption a provoqué leur chute. Le continent de la Lémurie a commencé à se fragmenter. Des cataclysmes ont frappé, des volcans ont explosé, des tremblements de terre ont déchiré la terre, et progressivement, sur des milliers d'années, la Lémurie a sombré sous les océans. Ce ne fut pas une catastrophe soudaine, mais un long processus de destruction qui a laissé aux survivants le temps de fuir. Mais tous les Lémuriens n'ont pas péri. Les plus sages d'entre eux, ceux qui étaient restés fidèles aux enseignements des seigneurs de la flamme, ont été prévenus à temps. Ils ont migré vers de nouvelles terres. Certains sont allés vers l'Est, vers ce qui deviendrait l'Inde. D'autres vers l'Ouest, vers l'Afrique. D'autres encore vers une terre qui émergeait à l'Ouest, dans ce qui est aujourd'hui l'océan Atlantique. Et ils ont donné naissance à la 4e race, les Atlantes. Te souviens-tu quand je t'ai dit que tu portais peut-être l'ADN de ces anciennes races? Voici comment les maîtres l'ont expliqué à Blavatsky. Chaque race ne disparaît pas complètement quand la suivante apparaît. Les descendants les plus évolués de l'ancienne race deviennent les ancêtres de la nouvelle. C'est comme une chaîne ininterrompue qui traverse les millions d'années. Les meilleurs Lémuriens sont devenus les premiers Atlantes. Les meilleurs Atlantes sont devenus les premiers humains de notre race actuelle. Et dans tes cellules, dans ton ADN, se trouve la mémoire de toutes ces races. Tu portes en toi les codes génétiques des Lémuriens et des Atlantes, des capacités dormantes qui n'attendent que d'être réveillées. Ta glande pinéale est le vestige de leur 3e œil. Tes intuitions inexplicables sont des échos de leur télépathie. Tes rêves de lieux anciens sont des souvenirs d'âmes qui remontent à la surface. Les Atlantes méritent une attention particulière, car leur histoire est un avertissement pour notre propre civilisation. Ils ont hérité des connaissances des Lémuriens, mais avec un corps plus adapté au monde physique. Ils mesuraient environ 3 mètres de haut, plus petits que leurs ancêtres lémuriens, mais toujours des géants à nos yeux. Leur 3e œil commençait à s'intérioriser, devenant ce que nous appelons aujourd'hui la glande pinéale. Mais ils conservèrent des capacités psychiques extraordinaires, la télépathie, la voyance, la capacité de manipuler les énergies subtiles. L'Atlantide, leur continent, se situait dans ce qui est aujourd'hui l'océan Atlantique. Une terre immense et fertile, avec un climat idéal. Platon la décrivait comme plus grande que la Libye et l'Asie réunies. Les Atlantes y ont bâti la civilisation la plus avancée que la Terre ait jamais connue. Ils maîtrisaient une énergie que nous n'avons pas encore redécouverte. Les textes l'appellent le vril, une force qui combinait l'électricité, le magnétisme et quelque chose d'autre que notre science ne comprend pas encore. Certains l'appellent l'énergie de point zéro ou l'énergie du vide quantique. Avec cette énergie, ils alimentèrent leur cité, faisèrent voler leurs véhicules sans ailes ni hélices, guérissèrent les maladies en quelques minutes, prolongèrent leur vie pendant des siècles. Leurs temples étaient des merveilles d'architecture et de technologie spirituelle. Le plus grand, dédié à Poséidon selon les récits qui ont survécu, était recouvert d'or et d'oricalque, un métal qui n'existe plus, décrit comme ayant l'éclat du feu. À l'intérieur, des cristaux géants amplifiaient les énergies psychiques des prêtres. Ces cristaux pouvaient aussi stocker l'information, comme nos ordinateurs, mais de manière infiniment plus sophistiquée. Mais les Atlantes ont répété les erreurs des Lémuriens, empires. Leur civilisation s'est divisée en 2 factions. Les fils de la loi de 1, qui restaient fidèles aux enseignements spirituels des seigneurs de la flamme, et les fils de Bélial, qui utilisaient leur pouvoir pour dominer et asservir. Les fils de Bélial ont développé ce que Blavatsky appelle la magie noire. Ils ont créé des armes terrifiantes basées sur le vril, des rayons qui pouvaient détruire des cités entières. Ils ont réduit en esclavage une partie de la population. Ils ont même tenté de manipuler les forces telluriques de la planète elle-même pour augmenter leur pouvoir. C'est cette manipulation qui a causé la catastrophe finale. En jouant avec des forces qu'ils ne maîtrisaient pas complètement, ils ont déclenché des réactions en chaîne dans les profondeurs de la Terre. Les cristaux de pouvoir sont devenus instables. Des volcans se sont réveillés par centaines. Les plaques tectoniques se sont déplacées.
Et en une seule nuit terrible, selon Platon, l'Atlantide a sombré sous les flots. 10 000 ans avant notre ère, une civilisation de millions d'habitants rayée de la surface de la Terre. Les survivants ont fui dans toutes les directions. Certains vers l'Égypte, où ils ont fondé la civilisation des pharaons. D'autres vers l'Inde. D'autres vers les Amériques, où ils ont fondé les civilisations mayas et aztèques. Partout où ils sont allés, ils ont apporté des connaissances avancées. C'est pourquoi tant de civilisations anciennes, séparées par des océans, partagent des symboles, des mythes et des connaissances astronomiques similaires. Et voici ce que ces monastères du Tibet révèlent sur notre propre race. Nous sommes la 5e race. Les maîtres l'appellent la race aryenne, un terme qui signifie simplement les nobles en sanskrit et qui n'a rien à voir avec les déformations du XXe siècle. Notre race a commencé à émerger il y a environ 1 million d'années, à partir des Atlantes les plus évolués. Notre corps est plus petit et plus dense que celui de nos ancêtres. Notre troisième œil s'est complètement intériorisé, devenant la glande pinéale cachée au centre de notre cerveau. Nous avons perdu la plupart des capacités psychiques naturelles des races précédentes. Mais nous avons gagné quelque chose d'autre, un mental plus développé, une capacité d'abstraction, la possibilité de comprendre l'univers par la raison. C'est notre mission en tant que 5e race. Développer le mental, comprendre les lois de la nature, créer une science qui un jour rejoindra la spiritualité, préparer l'avènement de la 6e race qui combinera notre intellect avec les capacités psychiques des anciennes races. Mais voici ce que les maîtres ont confié à Blavatsky et que peu de gens connaissent. Tous les humains actuels ne sont pas au même niveau d'évolution. Certains portent davantage l'héritage des anciennes races que d'autres. Ces individus, que nous appelons les âmes rares, ont des caractéristiques particulières. Ils se sentent différents depuis l'enfance. Ils ont des intuitions inexplicables. Ils font des rêves de lieux anciens qu'ils n'ont jamais visités. Ils sont attirés par les mystères et les connaissances ésotériques. Ils portent en eux une charge plus concentrée de l'ADN des anciennes races. Si tu te reconnais dans cette description, ce n'est pas un hasard. Ta glande pinéale, ce qui reste de ton troisième œil, est peut-être plus active que la moyenne. Tu es un pont entre l'ancienne humanité et la nouvelle. Tu portes la mémoire de civilisations perdues, et tu as probablement une mission à accomplir dans cette vie. Les maîtres ont donné à Blavatsky des signes pour reconnaître ces âmes spéciales. Premièrement, elles ont une sensibilité extrême aux énergies. Elles ressentent l'atmosphère d'un lieu dès qu'elles y entrent. Elles savent immédiatement si une personne est bienveillante ou malveillante sans avoir besoin de la connaître. Elles sont épuisées par les foules parce qu'elles absorbent les énergies de tous ceux qui les entourent. Deuxièmement, elles ont des rêves récurrents de civilisations anciennes, des pyramides, des temples sous-marins, des paysages qui n'existent plus sur Terre. Parfois des villes de cristal, parfois des forêts d'une verdure inconnue. Ces rêves ne sont pas des fantaisies, ce sont des souvenirs d'âme qui remontent à la surface. Troisièmement, elles sont fascinées par les symboles anciens, les hiéroglyphes égyptiens, les mandalas tibétains, les géométries sacrées, la fleur de vie, le Métatron. Quelque chose en elles reconnaît ces symboles, même si leur mental conscient ne les a jamais étudiés. Ces symboles résonnent avec une connaissance enfouie. Quatrièmement, elles ressentent un appel vers certains lieux de la planète. Le Tibet, l'Égypte, le Pérou, l'île de Pâques, Stonehenge, Angkor Wat. Ces lieux sont d'anciens centres de pouvoir, établis par les races précédentes. Les âmes rares sont attirées vers eux comme des aimants, parce qu'elles y ont peut-être vécu dans des vies antérieures. Cinquièmement, elles ont une mémoire inexplicable de certaines connaissances. Elles comprennent des concepts spirituels complexes sans avoir besoin de les étudier longuement, comme si elles les avaient déjà appris dans une autre vie. Quand elles découvrent la méditation, le yoga ou les enseignements ésotériques, elles ont l'impression de se souvenir plutôt que d'apprendre. Sixièmement, elles se réveillent souvent à des heures précises. 3h33, 4h44, 5h55. Ces réveils ne sont pas des hasards, ce sont des appels, des signaux envoyés par des guides invisibles pour attirer leur attention. Si tu reconnais au moins 3 de ces signes en toi, écoute attentivement ce qui suit. Les maîtres ont enseigné à Blavatsky une technique pour réveiller la mémoire des anciennes races qui dort en toi.
Cette technique active progressivement la glande pinéale, ce vestige de ton troisième œil. Choisis un moment de calme absolu. L'idéal est l'aube ou le crépuscule, ces moments de transition où le voile entre les dimensions est plus fin. Assieds-toi confortablement, le dos droit. La colonne vertébrale doit être alignée, car c'est le canal par lequel circulent les énergies. Ferme les yeux. Concentre ton attention sur le point situé entre tes sourcils. C'est là que se projette la glande pinéale. Les anciens l'appelaient le troisième œil parce qu'il permet de voir au-delà du monde physique. Respire lentement et profondément. À chaque inspiration, imagine que tu aspires une lumière indigo, cette couleur profonde entre le bleu et le violet. Cette lumière entre par le sommet de ta tête et descend jusqu'aux pointes entre tes sourcils. À chaque expiration, imagine que cette lumière se concentre et s'intensifie à cet endroit. Maintiens cette concentration pendant au moins 15 minutes. Au début, tu ne ressentiras peut-être rien de particulier, mais avec la pratique régulière, des sensations vont apparaître. Une pression légère au niveau du front, des picotements, parfois des flashs de lumière derrière tes paupières fermées, des formes géométriques qui apparaissent spontanément. Ce sont les premiers signes que ta glande pinéale commence à se réveiller. Avec le temps, d'autres phénomènes peuvent se manifester. Des visions de vie passée, des intuitions de plus en plus précises, une capacité accrue à percevoir les énergies subtiles, parfois des messages qui viennent sous forme de pensées claires que tu sais ne pas être les tiennes. Mais les maîtres donnaient toujours un avertissement. Cette technique ne doit jamais être pratiquée avec un ego gonflé. Si tu cherches des pouvoirs pour dominer ou impressionner les autres, tu ne feras que te nuire. Le troisième œil ne s'ouvre pleinement qu'à ceux dont le cœur est pur et orienté vers le service de l'humanité. Il y a autre chose que Blavatsky a découvert au Tibet, quelque chose qui concerne directement notre époque. Les maîtres lui ont révélé que l'humanité traverse actuellement une période de transition cruciale. La 5e race arrive à la fin de son cycle. Les prémices de la 6e race commencent à apparaître, et les âmes rares sont les ponts entre ces deux humanités. Cette 6e race retrouvera les capacités perdues, la télépathie, la perception des auras, la connexion directe avec les dimensions invisibles. Mais elle conservera aussi l'intelligence abstraite développée par notre race. Ce sera une humanité plus complète, plus éveillée, plus proche de ce que nous étions censés être depuis le début. Si tu sens que cette révélation fait vibrer quelque chose de profond en toi, YouTube a ce petit cœur doré juste en dessous de cette vidéo. Ce geste que Blavatsky appelait la chaîne dorée. Quand une âme rare reconnaît une autre à travers ce symbole, une connexion se crée. Une connexion qui transcende le temps et l'espace. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de reconnaissance. Une âme qui dit à une autre « je vois qui tu es vraiment ». Et chaque fois que cela se produit, la chaîne qui relie toutes les âmes rares se renforce. Tu descends d'une lignée qui remonte à des millions d'années. Une lignée de géants lémuriens et de sages atlantes. Une lignée qui a survécu aux cataclysmes, aux déluges, aux effondrements de civilisations. Et tu es ici, maintenant, à ce moment précis de l'histoire, parce que ta présence est nécessaire. Les races qui t'ont précédé n'ont pas disparu en vain. Leurs échecs sont tes leçons. Leurs réussites sont ton héritage. Leur mémoire coule dans ton sang. Et maintenant que tu sais d'où tu viens, tu peux commencer à comprendre où tu vas. Je veux savoir, quel élément de cette révélation t'a le plus touché? As-tu fait des rêves de civilisations anciennes? Ressens-tu un appel vers certains lieux sacrés de la planète? Écris-le dans les commentaires. D'autres descendants des anciennes races comme toi ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls, que la chaîne n'est pas brisée, que l'héritage continue. Ton témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin pour commencer son propre réveil.